Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. C'est le retour d'une série mythique de près d'un épisode, les histoires du père Attard. Aurélien Attard, comment vas-tu ? Bonjour à tous. C'est vrai que j'ai été un petit peu paresseux concernant les histoires, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de corriger le tir justement. Et il me semble qu'il y a une belle histoire aujourd'hui à raconter, mon cher Clément. Effectivement. Alors l'histoire d'un père Attard, vous le savez, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être sur les motoristes, sur les grands succès, mais bien évidemment ce qu'on préfère ici, c'est les escrocs et les tanches. Et aujourd'hui on va parler escroquerie. Et pour commencer cette nouvelle série sur nos chers amis les escrocs qui sont venus mettre leurs billes, imaginaires ou non, en F1, commençons par quelqu'un qui a sponsorisé un team ayant eu du succès, un team ayant été champion du monde. J'ai bien entendu parler du Team Lotus qui fut sponsorisé par une drôle d'entreprise, Essex Oversea Petroleum Corporation. Exactement. Alors, c'est vrai que quand on parle de Lotus, on n'associe pas forcément ça à escroquerie, hein. C'est plutôt ce qui concerne les petites équipes, voilà, qui ont désespérément besoin d'argent. Et là, c'est sûr que les hommes les plus véreux, ils sont jamais loin. Mais bon, c'est arrivé à Lotus. Alors, pour remonter un petit peu dans le temps, Essex Petroleum, ça a été fondé dans les années 70 par un certain David Thiem, un Américain. Et pendant le premier choc pétrolier, il fait fortune et il ouvre à Monaco une compagnie de cotation de barils. Donc il devient rapidement assez riche. Et à la fin des années 70, toujours à Monaco, il fait la connaissance d'un certain Colin Chapman, à savoir fondateur de Lotus. Les deux hommes, ils s'entendent bien, le courant se fait. Plus tard, en Formule 1 dans les années 80, les Lotus sont peintes aux couleurs d'Essex. Donc exit le noir et or de John Player Special et place au rouge et bleu d'Essex. Bon, les résultats ne suivent pas tellement. Il y a eu en 1980 la Lotus 88 à double châssis qui a été interdite. C'était censé être l'arme révolutionnaire de ce siècle, interdite directement par la FISA et par la FOCA, donc les résultats de Lotus en pâtissent. Et la même année, Thiem disparaît. Et on ne sait pas ce qui se passe. Il est arrêté à la frontière suisse, dans son avion, parce que figurez-vous que son entreprise Essex a fait faillite, justement, et il essayait de filer à l'anglaise, sauf qu'il a été arrêté par les autorités suisses, et il a été recherché par sa banque, le Crédit Suisse. Voilà, il a contracté de nombreuses dettes, ça s'élève à des millions de dollars, et il avait fourni des documents en guise de preuve de sa bonne foi, sauf que les documents, voilà, vous l'avez deviné, ils étaient faux. Donc il est arrêté. En prison, il est libéré. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un certain Ogier, non pas Mansour Ogier, commanditaire de technique d'avant-garde, qui a sponsorisé Williams puis McLaren, mais c'était Akram Ogier, le père de Mansour, tout simplement, qui règle sa caution. Thiem se tire directement, ni une ni deux, il saisit sa chance, et on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui, en vérité. On ne sait pas après ce beau jour de 1980, ce qui est advenu de cet homme. On ne sait pas où il est, où il réside. Donc c'est une aura un petit peu mystérieuse autour de Thiem et une histoire assez comique, on peut le dire. Alors revenons sur le début de ce partenariat. Lotus en 77-78, c'est le retour des grandes années. Mario Andretti, Gunnar Nilsson, Ronnie Peterson, feu Ronnie Peterson qui mourra durant cette année 78 au Grand Prix d'Italie. Les Lotus se portent bien, championnat du monde pour Mario Andretti en 78, championnat constructeur pour Lotus. Alors pourquoi ce partenariat entre ce drôle de garçon et l'écurie de Colin Chapman ? Déjà d'une première part parce que les deux hommes s'entendaient très bien, donc ça a forcément dû faciliter le partenariat, mais aussi parce que John Player Special s'est retiré fin 78 en tant que commanditaire principal de Lotus. En 79, les Lotus donc n'étaient pas noires et or, mais elles étaient vertes olive, aux couleurs, pas vraiment aux couleurs de Martini, mais Martini était le sponsor principal. Et puis en 1980, les Lotus étaient aux couleurs d'Essex.
ce jusqu'en 1981. Mi-81, Thiem est arrêté, donc, comme expliqué précédemment. Mais malgré cette arrestation et le fait que l'argent ne vienne plus, justement, Essex est resté sur les flancs de la Lotus pendant un certain temps. Et puis, fin 81, John Player Special est revenu dans la maison Lotus. Et voilà, les couleurs sont restées jusqu'à la fin des années 1980. À noter d'ailleurs que cette liaison entre Lotus et Essex nous donnera une version limitée de la Lotus Esprit, la Lotus Esprit Turbo Essex, qui donc continuera de perdurer la marque de ce sulfureux sponsor à travers les voitures de route de l'écurie anglaise. Alors justement, si on revient sur la F1 et sur le sport automobile de façon générale, donc tu l'as dit, Essex a non seulement sponsorisé Lotus en F1, mais aussi Porsche aux 24 heures du Mans. Quelle était l'aura de ce sponsor à l'époque, sortant de nulle part et venant amener son argent sur certaines des plus grandes écuries du sport automobile? C'était un peu dans la digne lignée de SKF. Alors, si vous ne connaissez pas SKF, déjà je vous conseille d'aller voir le film Rush, tout sera à peu près expliqué, mais c'est l'écurie des débuts de James Hunt en Formule 1, donc une écurie qui était possédée par un noble de Grande-Bretagne, et donc il se déplaçait sur les Grands Prix de manière très extravagante, à base de chefs étoilés qui cuisinent pour les invités, des coupes de champagne à n'en plus finir, et d'autres joyeusetés. Essex c'était pareil, donc il y avait même un chef étoilé, à savoir Monsieur Roger Verger, étoilé au Michelin, qui accompagnait Essex sur tous les Grands Prix de Formule 1 et qui faisait la cuisine pour les invités. Il y avait toute une armada de caravanes pour loger les 10 invités, justement. Donc c'était très, très extravagant. Mais même le personnage de Thiem était très extravagant. Déjà, origine un petit peu inconnue, toujours vêtu d'un chapeau espagnol et d'énormes lunettes de soleil. Donc on avait vraiment du mal à distinguer ses traits du visage, et ça rajoute encore une fois au mystère autour de ce personnage. Effectivement, il y a un personnage assez sulfureux. Allez voir des photos de David Thiem, c'est vraiment... on a l'impression de voir, je ne sais pas si c'est un artiste, un espèce de créateur contemporain, un millionnaire se faisant plaisir, mais on a l'impression que c'est une posture tenue en permanence par David Thiem, qui est assez étrange et qui est assez fascinante. C'est vrai que sur le peu de photos qu'on a lues, parce que tu l'as dit, c'est un personnage qui est resté peu de temps en F1 et qui a laissé très peu de traces. On n'a même pas sa date de naissance exacte, on a son année de naissance à peu près, mais on n'en sait pas plus sur David Thiem. Il fait partie de ces fantômes qui ont traversé la F1 et qui ont laissé quelques marques par-ci par-là, et dont on se devait de se parler aujourd'hui. Exactement. Bien, je te remercie pour ce premier épisode. Nous commençons soft, par un petit fantôme de l'histoire de la F1 qui a eu quelques petits déboires, mais rien de spécial. Et nous reviendrons très bientôt, mon cher Aurélien, pour la suite de ces aventures avec des personnages un peu plus sulfureux, j'imagine. Je vous réserve le meilleur, bien sûr. Effectivement. Eh bien, je te remercie et on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire du Père Attard. Salut à tous.